Section 11 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 11. Le siège. La loge de la mare, quoique habitée par le chef des gardes de Mercoire, était aussi pauvre et aussi nue à l'intérieur que la chaumière du plus misérable paysan du voisinage. Les meubles paraissaient vieux et délabrés, bien qu'ils fussent tenus avec propreté par une ménagère soigneuse. Du reste, l'obscurité était si profonde en ce moment qu'on pouvait seulement entrevoir ces détails à la lueur des éclairs. La personne qui avait poussé un cri à l'arrivée de mademoiselle de Barjac était une jeune fille maigre, chétive, au teint hâve. Son habillement consistait en une jupe courte et en un casaquin de vieille étoffe rayée. Sa tête, ses jambes et ses pieds étaient nus. Cette pauvre enfant, fille du garde général Fargeau, n'avait aucune beauté, mais sa pâleur maladive, son air doux et timide, la mélancolie empreinte sur son visage inspirait la pitié. Quand mademoiselle de Barjac était entrée, Marion s'occupait de filer au rouet, et l'on jugeait à ses yeux rouges et fatigués que la douleur avait été la compagne de sa morne solitude. Debout, maintenant, elle contemplait avec un mélange de surprise et d'inquiétude la pauvre Christine qui venait de tomber sur un escabeau sans pouvoir parler. Enfin, Marion reconnut la personne qui s'introduisait chez elle avec si peu de cérémonie. « Bon Dieu, c'est la demoiselle, notre maîtresse !» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Qui se serait attendu ? Ah, mademoiselle, que vous est-il arrivé ?» Christine commençait à reprendre ses sens et réparait machinalement le désordre de sa toilette, premier soin d'une femme quand la connaissance lui revient. « Oui, c'est moi, Marion, » répliqua-t-elle d'une voix entrecoupée. « L'orage, et puis on me poursuivait. Ton père est-il ici ? » ?»« Non, mademoiselle. »« Tu es donc seule à la loge ? » ?»« Seule, comme toujours. » Ceci fut dit avec une tristesse navrante, mais Christine était encore trop bouleversée pour observer ces nuances. « En ce cas, reprit-elle, hâte-toi de verrouiller toutes les portes de la maison. On pourrait venir me chercher ici. Vite, vite !» Marion, habituée sans doute de longue date à l'obéissance passive, s'empressa d'exécuter cet ordre. Elle alla tirer le verrou de la porte principale, puis, passant dans une seconde pièce, elle prit la même précaution pour une fausse porte qui donnait sur l'enclos. En ce moment, l'orage redoublait de violence. La pluie, le tonnerre et le vent faisaient rage au dehors, et, quoique fortement barricadées, les fenêtres fléchissaient comme si elles allaient s'ouvrir. Marion, en rentrant, vit sa jeune maîtresse trembler. « Pardon, mademoiselle, dit-elle, vous avez froid, vos vêtements sont mouillés, et moi qui ne songeais pas. » Elle alla chercher dans un coin un fagot qu'elle jeta dans le feu. Bientôt une flamme claire et vivifiante égaya la loge. La pauvre fille reprit avec embarras. « Quand notre bonne maîtresse daigne s'arrêter chez nous, je devrais peut-être lui offrir quelques rafraîchissements, un peu de lait, du vin, que sais-je, mais je n'ai rien, rien. »« Merci, répliqua Christine distraitement. Un verre d'eau me suffira. » Marion saisit sur une planche un vieux gobelet d'étain qu'elle frotta longtemps avec un linge, puis elle le remplit d'eau et le présenta respectueusement à la châtelaine qui le vida d'un trait. Ce cordial naturel acheva de ranimer Christine. « Marion, demanda-t-elle, où donc est ton père à cette heure ? Je ne l'ai pas vu à la chasse d'aujourd'hui. »« Il ne peut tarder à rentrer, mademoiselle, et sans doute l'orage l'aura forcé de s'arrêter en chemin. Il est allé au château pour voir le révérend père prieur de Frontenac. »« Et que voulait-il au prieur ? » demanda Christine, dont les sentiments fougueux se réveillaient. « S'il avait quelque faveur à solliciter, ne valait-il pas mieux s'adresser à moi ? »
Mademoiselle est trop bonne, répliqua Marion en faisant une humble révérence. Mon père n'a pas l'habitude de me rendre compte de ses démarches. Christine ne répondit pas. Elle n'était déjà plus à la conversation et prêtait l'oreille aux bruits extérieurs. Mademoiselle, demanda timidement Marion après un moment de silence, vous disiez tout à l'heure que quelqu'un vous avait effrayé dans les bois. Qui donc aurait osé, sur vos propres domaines, user de violence envers vous? Un fou dangereux, dont j'avais autrefois débarrassé mes terres, et qui vient d'y reparaître tout à coup. Mais tu dois le connaître, Marion, c'est un ancien protégé de ton père, et je soupçonne que Fargeau lui accorde encore sa protection, malgré ma défense. Seigneur Dieu, ma bonne maîtresse, auriez-vous irrité Jeannot contre vous? C'est possible. Aujourd'hui, je l'ai chassé de sa cabane du Creux au Sanglier. Insensé ou non, personne ne bravera impunément mes ordres. Ce soir, comme j'irai seul dans la forêt, à la suite d'un événement que tu connaîtras plus tard, j'ai rencontré cet homme en compagnie d'une bête horrible. L'un et l'autre m'ont poursuivi jusqu'à la loge. Marion donnait tous les signes de la plus grande terreur. « Vous avez irrité Jeannot, répéta-t-elle. Et nous sommes seuls, et mon père ne rentre pas. Elle alla s'assurer de nouveau que les portes et les volets des fenêtres étaient hermétiquement clos. D'où vient cette frayeur, Marion? Demanda mademoiselle de Barjac, alarmée à son tour. Qu'avons-nous à craindre ici? Je ne sais pas, mais Jeannot est si différent des autres hommes. Je voudrais que mon père fût rentré. Je voudrais que vous-même vous fussiez en sûreté au château de Mercoire. Jeannot, vous aurait-il fait du mal à ton père ou à toi? Jamais, mademoiselle. Il nous connaît depuis si longtemps. Mais quand sa frénésie le prend, comme aujourd'hui, que le ciel nous protège, n'avions-nous pas assez de peine? À vous le Marion, reprit mademoiselle de Barjac d'un ton sévère. C'est ton père qui protège ce vieux maniaque et lui permet de résider sur mes domaines à mon insu? Eh bien, oui, mademoiselle, mais je vous en conjure, ne grondez pas mon père à cause de cela. Jeannot était un de nos bergers quand nous demeurions à Varinas du temps de ma pauvre mère. Quoique sa raison se soit égarée depuis cette époque, on ne saurait lui refuser de la pitié. Et puis, mon père assure que Jeannot sait des choses très importantes. C'est pour cela qu'il le ménage. Quand le malheureux fou revint dans le pays, il y a 2 mois, mon père n'eut pas le courage de le renvoyer, et il défendit aux autres gardes de le tourmenter. Jeannot n'est pas méchant dans ses moments lucides, seulement il parle à peine et cherche toujours à se cacher. D'ailleurs, il vit en plein air, on ne sait comment, et ne demande rien. Nous le voyons ici quelquefois, mais... Elle s'interrompit. Au milieu du fracas de la tempête, elle avait cru entendre au loin une clameur sauvage. « Qu'est-ce-ci » demanda-t-elle. « Il m'a semblé qu'en effet... Mais non, non, c'est le vent qui souffle dans les grands arbres. Quel horrible temps !» Elles se turent l'une et l'autre. La maison craquait et gémissait, comme si elle eût dû se renverser sous l'effort des éléments déchaînés. La flamme de l'âtre était violemment refoulée par l'orage qui s'engouffrait dans la cheminée. « Ainsi, reprit enfin mademoiselle de Barjac, Jeannot Grandedent vient parfois à la loge? Oui, oui, mademoiselle, et il me cause des frayeurs mortelles. Quand il vient en l'absence de mon père, je cours me cacher dans le grenier, car il me regarde d'un air. Je connais ce regard, dit Christine, pâlissant elle-même à ce souvenir. Mais, chère Marion, explique-moi pourquoi Jeannot est accompagné de ce loup qu'on appelle la bête du Gévaudan. Pourquoi cette bête, non seulement ne lui fait aucun mal, mais encore paraît plaire en sa compagnie? Que dites-vous, mademoiselle? Demanda Marion avec un étonnement sincère. Je ne sais rien de pareil.
À la vérité, Jeannot, dans ses accès de folie, croit être un loup lui-même. Cette idée lui est venue quand il gardait son troupeau sur les montagnes, et pour ma part, je l'ai vu courir à quatre pattes dans la forêt comme les brutes. Mais, bon Dieu, comment croire qu'un chrétien pourrait vivre dans la société de la bête du Gévaudan? À mon tour, je l'ai vu, Marion, et je n'oublierai de ma vie cette rencontre. Oui, oui, ajouta Christine d'une voix sombre, à bien des titres, la journée d'aujourd'hui laissera dans ma mémoire des traces ineffaçables. Il y eut un nouveau silence. Mademoiselle, reprit enfin Marion d'un air de réflexion, je me souviens que Jeannot, avant de perdre tout à fait la raison, passait dans le pays pour un sorcier et pour un charmeur de bêtes. À cette époque, il avait privé un louveteau qu'il avait trouvé dans les bois, et ce louveteau le suivait partout comme un chien. Mon père et les autres gardes obligèrent Jeannot à se défaire de son élève qui fut noyé ou tué à coups de fusil ou étranglé, je ne sais lequel. Mais depuis ce temps, Jeannot a fort bien pu charmer un autre animal sauvage. Et qui sait, reprit Christine frappée d'une idée, si ce louveteau fut tué en réalité, si Jeannot ne réussit pas à tromper les gardes, et si son élève devenu grand maintenant, cette supposition expliquerait suffisamment les choses étranges qui m'ont frappée, et je suis presque sûre. Chut, écoutez encore, dit Marion à voix basse en étendant le bras pour réclamer l'attention. Cette fois, deux hurlements parfaitement distincts retentirent à quelque distance de la maison, l'un clair, puissant, dominateur, l'autre plus rauque, moins soutenu, moins franc, maladroite imitation du premier. « Nous sommes perdus, murmura Marion, respirant à peine. Cette bête infernale aura retrouvé ma piste malgré l'orage et les torrents d'eau, reprit Christine à peine moins émue. Oh, si j'avais une arme! Le fusil de Fargeau était suspendu au manteau de la cheminée, et Christine s'en saisit avec avidité. Mais ce fusil d'un garde paresseux et insouciant était rouillé, en mauvais état, et il n'était pas chargé. Vainement, mademoiselle de Barjac demanda-t-elle de quoi le charger. La pauvre Marion, folle d'épouvante, ne la comprenait pas. Cependant, les hurlements s'étaient rapprochés, et tout à coup on frappa rudement à la porte. En même temps, des griffes d'acier s'enfoncèrent dans le bois dont elles devaient enlever des parcelles. Comme la porte résistait, on entendit une voix gutturale qui disait « Ce sont les loups. Les loups veulent entrer. Ouvre, Marion, ouvre vite, ou les loups te mangeront. » Marion, incapable de répondre ou même de faire un mouvement, se pressait contre mademoiselle de Barjac. Celle-ci, muette et tremblante elle-même, renonça bientôt à ses préparatifs de défense qu'elle sentait inutiles. Les coups et les grattements continuaient contre la porte avec une rage croissante. On essaya même de creuser en dessous pour se frayer un passage. On enleva de la terre, des pavés et, par l'ouverture, les pauvres assiégés virent passer une grosse patte velue armée d'ongles terribles. Cependant, il sembla qu'un obstacle insurmontable força d'interrompre les travaux de fouille. Alors l'ennemi, changeant de tactique, se mit à rôder autour de la loge pour scruter les endroits faibles et tâcher de pratiquer une brèche sur un autre point. On les entendit attaquer la porte derrière de l'habitation, puis chaque volet des fenêtres. Les dents et les griffes ne cessaient de grincer sur les ais, et chaque tentative infructueuse était suivie de hurlements sinistres. La situation de ces deux malheureuses jeunes filles commençait à devenir désespérée. L'obscurité profonde qui les environnait maintenant, à peine interrompue par les éclairs qui se glissaient à travers la fente des clôtures, ce fracas des éléments, ces rugissements continuels, et plus que tout cela, ces assauts donnés successivement à toutes les parties de la loge, les jetaient dans une anxiété mortelle.
Le bâtiment était ancien, mal entretenu. Il semblait impossible que les assaillants, hommes et loups, ne parvinssent pas bientôt à pénétrer dans la place si elle n'était secourue. Or, à cette heure de la soirée et par ce temps effroyable, qui pouvait avoir l'idée de venir à la loge de la mare? Et quand même un chasseur égaré se dirigerait de ce côté, quand même Fargeau, comme l'espérait sa fille, rentrerait chez lui d'un moment à l'autre. Que pourrait un homme seul contre la bête du Gévaudan et contre un fou furieux non moins redoutable qu'elle? Toutefois, les assiégeants eurent l'air de comprendre l'inutilité de ces attaques superficielles contre plusieurs points du bâtiment, et changeant de tactique, ils concentrèrent leurs efforts sur le volet d'une fenêtre pratiquée à hauteur d'appui. Ils ne pouvaient mieux choisir. Le bois du volet était à moitié pourri par l'humidité. Les ferrements rouillés devaient bientôt se tordre ou se rompre. Une main robuste, sans doute armée d'un caillou, frappa contre ce volet avec constance. Toute la maison était ébranlée, et les planches semblaient devoir s'entr'ouvrir à chaque coup. Dans les courts intervalles de repos, une voix enrouée disait sous la fenêtre « Les loups veulent entrer, les loups entreront, et y mangeront tout, les loups entreront. » Un coup plus fort que les autres fendit le bois du volet dans toute sa longueur. Un ricanement féroce annonça ce résultat aux pauvres femmes éperdues. Elles ne pouvaient se voir, mais elles se cherchèrent machinalement dans l'ombre et se pressèrent l'une contre l'autre. « Plus d'espoir !» dit Marion d'une voix étouffée. « Oh, mademoiselle, Dieu m'est témoin que ce n'est pas pour moi que je tremble. J'ai été si malheureuse. Depuis que j'ai perdu ma mère, je n'ai pas eu un moment de joie. Souvent, j'ai manqué du nécessaire. Seule, abandonnée, j'ai versé toutes les larmes de mes yeux. Non, je ne crains pas la mort pour moi, quoique je l'eusse voulu moins cruelle. Et souvent j'ai regardé la mare qui est là, derrière la maison, avec la pensée de m'y jeter pour finir ma misérable existence. Mais c'est pour vous que j'ai peur, mademoiselle, pour vous si belle, si noble, si riche, vous qui avez tout pour être heureuse. Nos conditions seront bientôt égales, répliqua Christine avec égarement. Mais nous ne pouvons périr ainsi. Quoi? Parmi cette foule qui se pressait ce matin autour de moi et me prodiguait les protestations de dévouement, ne se trouvera-t-il personne pour me défendre? Nous n'avons plus maintenant de recours qu'en Dieu, mademoiselle. Cependant, j'avais espéré qu'une personne du moins. Mais non, non, j'ai repoussé ces bons offices, et peut-être même dans ce terrible moment hésiterai-je encore à les accepter. Une personne qui vous aime? Demanda Marion avec un sentiment d'ineffable tristesse. Ah, mademoiselle, tous les bonheurs étaient donc pour vous? Moi, personne ne m'aime, personne ne me regrettera quand j'aurai été déchirée par cette bête sauvage. En cet endroit de la conversation, le volet se rompit tout à fait. Un éclair permit de voir par l'ouverture la figure hideuse de Jeannot, tout dégouttant d'eau, et le large museau, l'œil brillant du loup qui, debout sur ses pattes de derrière, essayait d'arracher avec ses dents les tronçons de la planche brisée. Marion se cacha le visage dans ses mains, mais demeura immobile d'un air résigné. Mademoiselle de Barjac, au contraire, ne put soutenir cette effroyable vision. Elle recula jusqu'à l'extrémité de la salle en s'écriant « Au secours! Mon Dieu! Au secours! Je me croyais si forte et je n'ai ni vigueur ni courage. Oh! Quel que soit celui qui me portera secours dans ma détresse, je le bénirai tout le reste de ma vie. » Comme si cette adjuration eût été entendue, des voix humaines répondirent à quelque distance de la loge. Jeannot et la bête s'arrêtèrent au moment de s'élancer dans la maison. « Au secours !
s'écria de nouveau Christine, ranimée par un espoir subit. « Au secours !» répéta Marion de sa voix grêle. Les 4 yeux flamboyants disparurent de la fenêtre. Au même instant, plusieurs personnes accoururent et l'on frappa résolument, tandis que quelqu'un disait du dehors: « Elle est ici, j'ai reconnu sa voix, je suis sûre qu'elle est ici. » Évidemment, le danger était passé, mais Christine ne pouvait se mouvoir. La fille du garde, moins troublée, alla déverrouiller la porte. Aussitôt, les survenants se précipitèrent dans la loge. Une lueur crépusculaire éclairait encore la campagne, mais l'intérieur de la maison demeurait plongé dans les ténèbres. Un de ceux qui venaient d'entrer demanda d'un ton ému: « Christine, mademoiselle de Barjac, au nom du ciel, êtes-vous ici ? » « Je suis là, Léonce, et je vous remercie, vous et ceux qui vous accompagnent, du service que vous me rendez. »« Que Dieu soit loué ! Ah, mademoiselle, vous m'avez causé de mortelles inquiétudes. » Marion alluma une chandelle. Léonce avait amené avec lui un garde-chasse et un domestique du château qu'il avait rencontré dans les bois en cherchant la trace de Christine. Il leur avait commandé de se joindre à lui et, malgré la pluie, tous les 3 avaient battu la partie de la forêt qui avoisinait la mare. Enfin, supposant que la jeune châtelaine avait trouvé un refuge à la loge, seule l'habitation qui fût à portée, ils étaient venus pour s'en assurer et ils étaient arrivés, comme nous l'avons vu, fort à propos. Ils avaient supporté tout le poids de cet affreux orage et leurs vêtements ruisselaient d'eau. Léonce, surtout, était à bout de force. Sa maladie, son bras en écharpe, eussent dû lui interdire de pareils efforts, et la pâleur de son visage témoignait d'une cruelle fatigue. Cependant, il ne se plaignait pas. Loin de là, il était radieux en contemplant mademoiselle de Barjac saine et sauve. De leur côté, le garde et le domestique ne s'inquiétaient guère du désordre de leur toilette. La satisfaction d'avoir retrouvé leur jeune maîtresse qu'on adorait malgré ses brusqueries, et peut-être aussi la pensée qu'une bonne gratification les attendait à leur retour au château, les rendait indifférents à tout le reste. La pauvre Marion s'était empressée de jeter un nouveau fagot dans la cheminée, c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour ses hôtes. Pendant qu'ils séchaient devant le feu leurs habits mouillés, Christine demeurait sur un siège, à l'écart, et répétait sans cesse, machinalement: « Oh, quelle journée! Quelle horrible journée !» Enfin, elle se tourna vers Léonce et lui demanda d'un ton qui trahissait un reste d'égarement: « Tout à l'heure, en arrivant ici, vous avez dû les voir. »« Qui donc, mademoiselle ?»« Ceux que votre présence a fait fuir, ce hideux maniaque et cette bête redoutable dont nous allions devenir la proie. »« Je ne vous comprends pas, Christine, nous n'avons vu personne. »« Quoi, là, devant cette fenêtre ? Vous n'avez pas aperçu ? Nous sommes arrivés par le côté opposé. D'ailleurs, la pluie nous aveuglait et le vent bruissait à nos oreilles. Mais de grâce, mademoiselle, apprenez-moi ce qui s'est passé. » Christine lui raconta en peu de mots ses aventures depuis qu'elle s'était séparée de lui dans la forêt. Les assistants écoutaient d'un air de stupeur auquel se mêlait une certaine incrédulité. Léonce lui-même penchait à croire que mademoiselle de Barjac avait encore le délire de la fièvre, et il ne cacha pas suffisamment cette opinion. « Morbleu! Me prenez-vous donc pour une folle ?» s'écria Christine avec son impétuosité ordinaire. « Eh bien, questionnez cette pauvre Marion, demandez-lui ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ici tout à l'heure. » Marion confirma timidement et les yeux baissés le récit de sa maîtresse. « Et si ce témoignage ne vous suffit pas, poursuivit Christine, examinez cette fenêtre. Ceux qui l'ont enfoncée étaient-ils des êtres chimériques ? » Le garde alla ramasser les fragments du volet brisé. Quoique le bois fût pourri à la surface, le cœur, en chêne épais, conservait encore une solidité remarquable, et il avait fallu une vigueur peu commune pour le rompre. De plus, on remarquait sur la planche et jusque sur les ferrures
des sillons profonds tracés comme par un instrument de métal. Les morceaux du volet passèrent de main en main. Le garde et le domestique les examinèrent en hochant la tête avec stupeur. Léonce était pensif. « Pardonnez-moi, mademoiselle, reprit-il, d'avoir osé manifester un doute sur cet événement extraordinaire. Je me souviens maintenant d'avoir lu dans divers ouvrages que certains hommes habitués à la vie solitaire, et notamment les pâtres montagnards, étaient sujets à une sorte de folie qui consiste à se croire changés en loup. Cette monomanie, à laquelle les savants donnent le nom de lycanthropie, est assez commune, dit-on, dans la Franconie et dans la Haute-Écosse. Mais je l'avoue, jusqu'à ce jour, j'avais pris ces récits pour des fables, et l'existence de ces hommes loups ou lycanthropes m'avait semblé fort problématique. Il ne me reste plus à présent de doute sur ce point. Il me paraît démontré que Jeannot Grandedent est atteint de lycanthropie. Mais ce qui bouleverse ma raison, ce qui exclut toute explication plausible, c'est l'entente qui paraît exister entre ce maniaque et ce loup véritable, sanguinaire, horrible, qui désole la contrée. Christine répéta l'explication qu'elle tenait de Marion Fargeot au sujet du louveteau que Jeannot avait apprivoisé autrefois. Comme Léonce ne voyait pas encore dans le fait un motif suffisant à cette monstrueuse association, le vieux garde qui se chauffait devant le feu dit tout à coup « Avec votre permission, monsieur, et aussi avec la permission de la noble demoiselle, notre maîtresse, il n'y aurait rien d'impossible dans tout cela. Si vraiment Jeannot a élevé la bête, elle a très bien pu s'attacher à lui, quand même elle serait redevenue sauvage. Je pourrais citer plusieurs cas du même genre. J'eus moi-même une fois la fantaisie d'élever une petite louve qui restait d'une portée étranglée par la meute de monsieur le comte. Je la fis nourrir par ma chienne, qui finit par avoir beaucoup d'affection pour elle, et qui lui donnait à téter comme à ses petits. Quand la louve devint grande, je la tenais soigneusement à l'attache de peur d'accident, mais elle rompit sa chaîne et se sauva. Je n'y pensais plus quand, 2 ans après, en chassant dans le buisson de Pauillac, je vis ma chienne empaumer tout à coup une piste avec chaleur sans donner de la voix et entrer dans le fourré. Ne sachant ce que cela signifiait, je la suivis et, après un moment de recherche, je la trouvai en train de lécher amicalement une louve qui paraissait lui rendre ses caresses. La louve bondit à ma vue. Moi, sans réflexion, je portai mon arme à l'épaule et je tirai. La pauvre bête tomba, et quand je m'approchai d'elle, elle se traîna mourante pour me lécher les pieds. Nous venions de nous reconnaître. C'était la louve que j'avais élevée. Ma chienne pleurait, et, foin de moi, je crois que je pleurais aussi. Vous voyez donc bien que les bêtes de proie elles-mêmes montrent du sentiment. Néanmoins, j'avouerai que si la louve avait eu des petits, ma chienne et moi, nous n'eussions pas été si bien reçus peut-être. Et de même, reprit mademoiselle de Barjac, il m'a semblé que la bonne harmonie était parfois troublée entre ce malheureux insensé et son affreux compagnon. Quoi qu'il en soit, il faut aviser à débarrasser au plus tôt mes terres de ces dangereux habitants. Jeannot Grandedent est-il vraiment dangereux par lui-même? Demanda Léonce, frappée d'un soupçon. Voyons, garde, vous ne pouvez plus nier que vous n'ayez rencontré souvent Jeannot dans la forêt depuis son retour à Mercoire, bien que votre chef, le garde général Fargeot, vous ait défendu de parler de cette circonstance. Je vous adjure donc de me répondre avec franchise. Croyez-vous que cet insensé serait capable, dans sa manie, de s'attaquer à des créatures humaines? On n'a pas oublié que Léonce, quand il avait été désarçonné la veille dans les fonds de la Monadière, s'était cru assailli non par un loup, mais par un homme. Le garde répondit que Jeannot, qui connaissait fort peu du reste, et qu'il avait seulement entrevu 2 ou 3 fois, lui avait paru très inoffensif et avait toujours fui à son approche. Marion confirma ce rapport. « Allons, reprit Léonce, je me trompais, j'avais soupçonné un moment.
Mais non, non, je calomniais ce pauvre fou. Il n'aurait pu pousser l'imitation si loin. Pendant cette conversation, l'orage s'était calmé, la pluie avait cessé. Les tempêtes dans les montagnes ont d'autant moins de durée qu'elles se sont déchaînées avec plus de violence. Le domestique sortit sur le seuil de la porte et, à travers les déchirures de grands nuages noirs qui fuyaient en grondant encore, il aperçut des portions du ciel bleu parsemées d'étoiles. Il vint donner aux assistants cette bonne nouvelle. « Mademoiselle, dit Léonce à Christine, toujours sombre et rêveuse, vous conviendrait-il de vous remettre en route? On doit être fort inquiet au château à cause de vous. Cependant, comme l'orage a sans doute défoncé les chemins, il vaudrait mieux peut-être envoyer chercher un cheval. »« Je marcherai, » répliqua Christine en se levant précipitamment, « et j'ai hâte de me retrouver chez moi en sûreté. Nous courons peut-être encore des risques en traversant les bois à pareille heure. » Le garde et le domestique avaient des fusils, mais la pluie avait dû mouiller la poutre et Christine ordonna de recharger les armes en sa présence. Quant à Léonce, il n'avait qu'une canne pour appuyer sa marche chancelante, mais il comptait s'en servir utilement en cas d'attaque, et il en donna l'assurance à Christine, qui sourit avec tristesse. Ces préparatifs terminés, mademoiselle de Barjac s'approcha de Marion, qui voyait avec une appréhension secrète la solitude où elle allait rester. « Marion, chère enfant, dit Christine avec bonté, nous venons de passer ensemble une de ces heures d'angoisse que l'on n'oublie plus. Tu auras désormais et toujours en moi une amie dévouée. Des paroles qui te sont échappées m'ont appris que tu n'étais pas heureuse. Je veux savoir quelle est la cause de tes peines. Viens me voir demain au château. Tu me conteras tes chagrins, et peut-être, à nous deux, y trouverons-nous remède. » Marion était touchée jusqu'aux larmes. « Oh, mademoiselle, que vous êtes bonne !» répliqua-t-elle avec un accent pénétré. « Je suis une pauvre créature, indigne qu'une puissante demoiselle comme vous abaisse ses regards sur elle. Cependant, si vous avez conçu quelque pitié pour moi, je vous en conjure, montrez-vous indulgente envers mon père. Il a eu de grands torts sans doute, il en aura peut-être d'autres encore dans l'avenir. Eh bien, je vous supplie. Allons, allons, nous causerons de cela, et les choses s'arrangeront à ta satisfaction, je te le promets. Viens me trouver demain au château, je t'attendrai. Jusque-là, bon courage. Messieurs, êtes-vous prêts? » Marion paraissait de plus en plus inquiète et embarrassée. « Mademoiselle, mademoiselle, balbutia-t-elle enfin avec effort, allez-vous donc m'abandonner? Et s'il revenait? » Christine se frappa le front. « C'est juste, s'écria-t-elle. Et moi qui ne pensais pas à cela. On a raison, par moments je suis égoïste et méchante. Pardonne-moi, Marion, j'aurais dû songer que l'on ne pouvait te laisser seule ici, maintenant que cette fenêtre est brisée. Eh bien, ma chère, pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous au château dès à présent? » « Mademoiselle, je ne le puis. Mon père rentrera bientôt, et s'il ne me trouvait pas… » « Alors Grand-Pierre va rester avec toi jusqu'au retour de Fargeau. Il a un fusil et il sait s'en servir. Tu n'auras rien à craindre sous sa protection. »« Ah, mademoiselle, que de remerciements! Cela ne fatiguera pas beaucoup monsieur Grand-Pierre. D'ailleurs, mon père ne saurait tarder maintenant. » Grand-Pierre, le domestique, paraissait fort ennuyé de la mission qu'on lui donnait et qui ne pouvait pourtant refuser. « Et, morbleu, Marion, reprit-il d'un ton d'humeur, si je dois attendre votre père, je risque fort de passer la nuit à la loge. »« Et pourquoi cela, monsieur Grand-Pierre ? » ?»« Parce que, ce soir, avant de venir ici, Jérôme, que voici et moi, nous avons trouvé Fargeau ivre-mort sur le bord du chemin de Cronsac, à un quart de lieue de la maison. Nous avons voulu le décider à se lever, mais il n'a pu y parvenir, et il eût fallu le porter.
ce qui était impossible, tant il est gros et lourd. Nous nous sommes donc contentés de le pousser dans un trou de rocher pour le mettre à l'abri de l'orage qui se préparait. Il s'y trouve sans doute encore, et, selon toute apparence, il n'en sortira pas avant demain matin. Marion rougit de honte, et des larmes abondantes coulèrent de ses yeux. Elle dit à Christine, sans oser la regarder, « Pardonnez-lui, mademoiselle, malgré ses torts, il m'aime, oui, il m'aime autant du moins qu'il peut aimer. D'ailleurs, ma mère, à son lit de mort, me recommanda de veiller sur lui en toutes circonstances, de le protéger contre ses propres excès. Je tiendrai cette promesse sacrée. Mon malheureux père ne saurait passer la nuit exposé aux intempéries de l'air, aux attaques des bêtes féroces. Il faut que j'aille à l'instant le chercher, mais je ne pourrai sans aide. Je te comprends. Grand-Pierre t'accompagnera donc jusqu'à l'endroit où se trouve Fargeau et t'aidera, s'il le faut, à le ramener. Il vous quittera seulement lorsque vous serez rentré et que vous n'aurez plus rien à craindre. Cela te convient-il? Marion se confondit en remerciements et en expressions de gratitude. Pendant ce temps, le garde Jérôme avait raccommodé de son mieux la fenêtre défoncée. Mademoiselle de Barjac recommanda sa protégée à Grand-Pierre, rappela encore à la jeune fille qu'elle l'attendait le lendemain, puis, appuyée sur le bras de Léonce et escortée de Jérôme, qui se tenait prêt à faire feu au besoin, elle quitta la loge de la Mare. Fin de la section 11. Lu par Ulrike Denis, Milan. Section 12 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 12. La fille de l'ivrogne. Demeurée seule avec Grand-Pierre, Marion se couvrit précipitamment d'un chétif mantelet de laine, son meilleur vêtement pour l'hiver comme pour l'été. Puis elle alla chercher dans un vieux coffre le gros surtout de son père, supposant avec raison que l'ivrogne, transi de froid, pourrait en avoir besoin. Le domestique debout, près de la porte, appuyé sur son fusil, la regardait avec impatience. « Ah ça, tonnerre, en finirons-nous » demanda-t-il brutalement en frappant du pied. « Allez-vous me retenir ici jusqu'à demain, la belle? À tous les diables, la commission. N'était-ce pas plutôt la besogne de Jérôme d'aller relever son ivrogne de chef que la mienne, à moi, qui suis valet de pied au château et qui porte la livrée? Mais les vilaines corvées ne me manquent jamais. » Marion s'interrompit au milieu de ses préparatifs. Elle dit avec un mélange de tristesse et d'humiliation. « Si vous avez tant de répugnance à m'accompagner, monsieur Grand-Pierre, laissez-moi, j'irai seul. Il vous est encore facile de rejoindre mademoiselle. Vous lui direz que je vous ai renvoyé, que vos services ne m'étaient pas nécessaires, et je vous jure que jamais un mot de plainte contre vous ne sortira de ma bouche. Allons, allons, ne perdons pas de temps. J'ai reçu un ordre, il faut que je l'exécute. Mais a-t-on idée d'un guignon pareil, sur pied, toute la journée à cause de cette infernale battue, trempé jusqu'aux os? Je meurs de faim et de fatigue. Et maintenant, il faut que je coure les bois à la recherche d'un chien d'ivrogne, en compagnie d'une princesse à jambes nues et à jupons troués. Pendant ce temps-là, les autres, au château, vont se donner les airs d'avoir sauvé mademoiselle de Barjac d'un grand danger. Ils auront quelques écus dans leurs pochettes. Ils recevront les compliments de sœur Magloire, du chevalier, et qui sait, peut-être du père prieur lui-même. Pour moi, qui diable s'inquiétera demain matin de savoir comment j'aurai passé la nuit?
Mais le vin est tiré, il faut le boire. Voyons, la fille, êtes-vous prête enfin? Me voici, monsieur Grand-Pierre, dit Marion avec douceur. Elle portait sous un de ses bras le surtout de son père. L'autre bras était passé dans l'anse d'un petit panier qui contenait des linges, de la charpie et les objets nécessaires pour panser des contusions ou des blessures. La malheureuse enfant savait par expérience que ces précautions sans doute ne lui seraient pas inutiles. Quant à elle, elle n'avait rien ajouté à sa toilette que le petit mantelet qui lui couvrait la tête et encadrait sa figure amaigrie. Marion laissa la chandelle allumée, afin de retrouver de la lumière quand elle rentrerait avec son père. Puis elle ferma la porte au loquet et quitta la loge avec son compagnon, qui grommelait toujours entre ses dents. La nuit était sombre au dehors. La pluie et le tonnerre avaient cessé, mais des éclairs brillaient encore dans le lointain. Du reste, une lueur vague venue du ciel permettait de se conduire, du moins tant que l'on ne s'engagerait pas sous le couvert des arbres. Un calme majestueux régnait maintenant dans la campagne. On n'entendait plus que les faibles soupirs de la brise dans les profondeurs de la forêt, les gouttes isolées qui tombaient encore du feuillage des châtaigniers, les torrents d'eau pluviale qui achevaient de s'écouler au fond des ravins. La petite et Grand-Pierre marchaient côte à côte sans se parler. Ils avaient pris un sentier en mauvais état qui traversait une lande. À chaque instant des flaques d'eau jaunâtres et dormantes interceptaient le passage. Marion, avec ses pieds et jambes nus, ne s'en inquiétait pas, mais Grand-Pierre, obligé de faire sans cesse des détours, redoublait de malédictions. La pauvre Marion ne répondait plus. Elle se contentait de soupirer tout bas. Parfois, elle voulait engager de nouveau son guide à retourner seule au château. Mais en voyant la solitude effrayante des lieux qu'elle traversait, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner, et les paroles expiraient sur ses lèvres. On atteignit ainsi l'endroit où devait se trouver Fargeau. C'était une espèce de buisson, situé à quelques pas du chemin. Çà et là s'élevaient des rochers de basalte superposés d'une manière bizarre. Arbres, ronces et blocs de pierre se confondaient dans les ténèbres. Grand-Pierre avait peine à s'orienter sur ce terrain tourmenté. Il errait en maugréant au milieu des halliers et ne pouvait retrouver l'endroit où l'on avait déposé l'ivrogne. En désespoir de cause, il appela de toutes ses forces. Il ne reçut aucune réponse. « Bon Dieu !» dit Marion avec terreur. « Lui serait-il arrivé quelque accident ?» « Bah !» répliqua durement Grand-Pierre. « Il n'arrive pas d'accident au gaillard de cette trempe. Nous le retrouverons. Allez !» Il est sans doute endormi dans sa bauge, comme un sanglier repu de glands nouveaux. Et tenez, justement, je commence à me reconnaître. Venez de ce côté. Il se dirigea vers deux rochers de forme à peu près pyramidale, que l'obscurité l'avait d'abord empêché d'apercevoir, bien que leur disposition fût remarquable. Ces rochers se réunissaient par le sommet, tandis que leur base, s'écartant l'une de l'autre, laissait entre elles un espace de plusieurs pieds. C'était dans cette sorte de couloir souterrain qu'on avait porté le garde général. Sûr de son fait, Grand-Pierre se pencha vers l'orifice du trou et dit à voix haute, sans beaucoup de cérémonie: « Eh, père Fargeau, debout, c'est assez dormir. »« Debout, vous dis-je, voici votre fille qui vient vous chercher pour vous ramener à la loge. »« Oui, oui, père, c'est moi, » dit Marion à son tour. « De grâce, levez-vous. Vous devez être bien mal ici. Allons, venez, et n'abusons pas davantage de la complaisance de monsieur Grand-Pierre. » Un grognement sortit de la cavité du rocher. « Sainte Vierge, monsieur Grand-Pierre,
demanda Marion, de plus en plus alarmée. Ne vous semble-t-il pas qu'il souffre, qu'il se plaint? Il est ivre, et il dort comme une souche. Ah ça, Pierre Fargeau, poursuivit le domestique avec colère. Faut-il vous enfumer pour vous décider à quitter votre tanière? Levez-vous, de par le diable, et venez cuver votre vin au logis. Tout en parlant, il secouait vigoureusement le dormeur. Celui-ci parut enfin avoir entendu ses appels réitérés. Il s'agita paresseusement sur son lit de cailloux. Du vin, oui, oui, camarade Planchon, répliqua-t-il d'une voix entrecoupée, qui trahissait une ivresse encore complète. Verse-moi du vin, mais ne me fais pas jaser. Les affaires de ces grands personnages ne regardent que moi. Du vin, morbleu, et en récompense, tu auras une petite chanson. Et l'ivrogne chanta péniblement ce vieux refrain protestant. Le frère buvait comme 4, mais le prieur comme 10. Il ne s'agit pas de cela, interrompit Grand-Pierre, en le secouant de nouveau. Debout, et venez avec nous au plus vite. Vous n'êtes plus à Cransac, dans le cabaret de Planchon le braconnier, mais dans les rochers fêlés, et votre fille vous attend pour vous ramener à la loge. La loge, ma fille, répéta l'ivrogne, qui, sans comprendre le sens de ce qu'on lui disait, était pourtant frappé de certaines expressions. Je ne veux plus retourner à la loge. Je m'y ennuie trop. Quant à Marion, elle aura une dot. Oui, une dot. Et comme elle est bonne fille, elle me laissera dépenser gaiement l'argent. Mais qu'est-ce qui la payera, cette dot? Le prieur est un ladre, et il n'a pas voulu mordre à l'hameçon. Mais il lui en cuira. Je conterai l'affaire au gentilhomme, et le gentilhomme donnera du fil à retordre au coquin de Frocard. Le frère buvait comme 4, mais le prieur comme 10. Le valet, furieux de tous ces retards, allait peut-être maltraiter cette créature dégradée. Marion l'en empêcha. Je vous en supplie, monsieur Grand-Pierre, dit-elle, ne lui faites pas de mal. Laissez-moi plutôt lui parler. Il reconnaîtra ma voix, et peut-être finira-t-il par nous comprendre. Le valet se retira un peu à l'écart. Marion, se penchant à son tour vers l'ouverture du rocher, reprit d'un ton caressant. Eh bien, cher père, n'est-il pas temps de rentrer chez nous? J'ai bien des choses à vous conter. Allez. Pendant votre absence, mademoiselle de Barjac est venue à la loge, et il lui est arrivé des aventures qui vous étonneront. Mais tout a bien fini, et mademoiselle a été bonne pour moi, et elle m'a commandé d'aller demain au château, et elle m'a promis que nous serions tous heureux. En voilà des nouvelles, j'espère. Mais ne voulez-vous pas venir avec moi? Je vous conterai cela, chemin faisant. Elle attendit la réponse. Ce fut seulement après un moment de réflexion que l'on répondit avec rudesse. La Marion, comment a-t-elle pu savoir que j'étais ici? Coquine, fainéante, que demandes-tu? Ne t'ai-je pas défendu de me déranger quand j'étais à Cransac, chez mon ami Planchon? Je suis mon maître, peut-être. Tourne-moi les talons bien vite. Je veux passer la nuit à chanter et à boire. Le frère buvait comme 4, mais le prieur. Le reste de la chanson ne fut qu'un bégaiement inintelligible, et l'ivrogne se rendormit. Alors, la colère de Grand-Pierre ne connut plus de bornes. À tous les diables, le père et la fille, s'écria-t-il. Ce misérable sac à vin ne sera pas en état de marcher avant demain matin. Quelle jolie nuit nous allons passer là. Les pieds dans l'eau, le ventre creux, trempé jusqu'aux os sous ce vent glacial. Monsieur Grand-Pierre, dit Marion humblement, pourquoi n'essayerons-nous pas de porter mon père jusqu'à la maison? Je suis forte, allez, plus forte que vous ne pensez.
Eussiez-vous la force de 4 hommes, nous ne parviendrions jamais à transporter cette énorme masse à la loge. Tout ce que nous avons pu faire ce soir, Jérôme et moi, a été de la traîner, depuis le chemin jusqu'à cette roche, et il y a 30 pas à peine. Ce n'est pas un chrétien, mais un tonneau, et un tonneau plein encore. Eh bien, monsieur Grand-Pierre, répliqua la pauvre fille en pleurant, mais d'un ton résolu, puisqu'il en est ainsi, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Partez, laissez-moi seule ici. C'est mon devoir de veiller sur mon père, d'attendre jusqu'à demain, s'il le faut, qu'il soit en état de me suivre. Quant à vous, monsieur Grand-Pierre, on ne saurait vous demander davantage. Retournez donc au château. Je rendrai témoignage de vos bons offices, et je vous en remercie de tout mon cœur. Elle s'assit sur une pierre d'un air de résignation, et posa son petit panier à côté d'elle. Grand-Pierre était plus emporté que méchant. Il fut touché du dévouement de Marion. « Je ne peux pourtant vous quitter ainsi, dit-il avec anxiété. Dieu me protégera peut-être, soupira Marion, en s'enveloppant dans son mantelet, qui la défendait mal contre la fraîcheur de la brise nocturne. Grand-Pierre réfléchit. Je ne vois qu'un moyen, dit-il enfin. Quel est-il, monsieur Grand-Pierre? Ce serait d'aller chercher du secours au village de Cransac. Une demi-heure doit suffire pour s'y rendre. Nous irions chez le cabaretier Planchon, ce digne ami de votre père, et nous le déciderions bien, d'une manière ou d'une autre, à nous accompagner pour rendre service à sa meilleure pratique. Planchon a un âne vigoureux que nous amènerons avec nous. À nous 3, nous parviendrons bien à hisser notre ivrogne sur le dos de la bête, et alors le trajet jusqu'à la loge ne sera plus qu'une bagatelle. Eh bien, petite, que dites-vous de mon plan? Il est excellent en tout point, et vous, monsieur Grand-Pierre, vous êtes un digne homme. Seulement, je vous prierai d'aller sans moi chercher du secours à Cransac, pendant que je resterai près de mon père. Je ne saurais m'éloigner de lui, quand il est incapable de toute défense. Ma conscience et ma pauvre mère, qui est au ciel, me reprocheraient cet abandon, et Dieu m'en punirait peut-être. Quoi donc, Marion? Est-il nécessaire que vous demeuriez seule dans ce vilain endroit pendant mon absence? Songez à la méchante bête qui court le pays. Quel besoin Fargeau a-t-il de vous? Il dort paisiblement, et nous pouvons être assurés qu'il ne bougera pas. Monsieur Grand-Pierre, mon parti est pris. Je ne quitterai pas mon père en ce moment. Partez donc au plus vite. Vous nous retrouverez sains et saufs, comme vous nous aurez laissés. Grand-Pierre insista de nouveau pour que la jeune fille l'accompagnât à Cransac, mais elle demeura inébranlable. Le temps pressait, et peut-être l'impatience d'en finir aveugla-t-elle le domestique sur les dangers de sa condescendance. Toujours est-il qu'il consentit à partir seul, et après avoir donné quelques encouragements à Marion, lui avoir promis de faire la plus grande diligence, il gagna le chemin qui conduisait au village. À peine s'était-il éloigné de quelques pas que la pauvre Marion voulut le rappeler, mais elle rougit de sa faiblesse et cacha sa tête sous sa mante pour résister à la tentation. Un long espace de temps s'écoula, et Grand-Pierre ne revenait pas. Marion, assise sur la pierre humide, n'osait ni se remuer, ni même reprendre haleine. Le moindre bruit, une feuille sèche qui se détachait d'un châtaignier, le frémissement du vent dans les buissons, le bourdonnement des insectes nocturnes, la faisaient tressaillir. Mais bientôt, elle s'efforçait de se rassurer, et se mettait pour occuper sa pensée à écouter la respiration sifflante et oppressée de son père endormi. 2 ou 3 fois, pourtant ces alarmes semblèrent avoir des motifs plus sérieux. Elle croyait entendre des pas furtifs, des craquements étranges dans les taillis voisins,
ou bien des gémissements, faibles comme des soupirs, s'élevaient du sein des ténèbres. Elle devenait tremblante, ses cheveux se dressaient sur sa tête, elle ouvrait la bouche pour crier. Puis elle s'apercevait que la cause de sa terreur était un innocent chevreuil qui allait au gagnage, ou bien un cerf timide qui soufflait en rongeant l'écorce tendre des arbrisseaux. Marion n'avait aucun moyen de mesurer le temps, mais il lui semblait que l'heure demandée par Grand-Pierre pour aller au village et en revenir était passée de beaucoup. La force et le courage manquaient à la pauvre fille. Cet état violent, ces angoisses continuelles l'avaient épuisée. Elle grelottait sous ses vêtements légers. Ses pieds nus étaient glacés, et peu à peu, le froid lui remontait jusqu'au cœur. Une sorte d'engourdissement s'emparait d'elle, et cet engourdissement, qui saisissait à la fois le corps et la pensée, tenait plus encore de la mort que du sommeil. Cependant, il vint un moment où le sang reflua vers son cœur, où ses artères battirent de nouveau à se rompre, tandis que Marion épiait le silence de la campagne, des pas précipités, qui n'avaient plus la légèreté capricieuse des pas des bêtes fauves, se firent entendre successivement dans différentes parties du bois, en se rapprochant toujours. Marion retournait fiévreusement la tête à droite et à gauche pour chercher à distinguer l'être mystérieux qui rôdait ainsi autour d'elle. Mais rien ne se détachait dans la sombre uniformité de la nuit, et quand son attention était fixée sur un point, le bruit partait d'un point opposé. Tout à coup, le doute horrible qu'elle éprouvait déjà devint une certitude. À moins de 20 pas d'elle, brillaient dans l'ombre 2 yeux, 2 charbons ardents, immobiles, qui dardaient une flamme dévorante. Elle ne pouvait plus s'y tromper. Cet ennemi qui multipliait ses circuits autour d'elle, qui la guettait comme une proie, c'était la bête du Gévaudan. Marion s'était levée par un mouvement convulsif. Bien que les flammes se fussent éteintes presque aussitôt, elle savait que sa perte n'était pas moins sûre et prochaine s'il ne lui arrivait du secours. Folle d'épouvante, elle se pencha vers l'excavation du rocher où dormait Fargeau et s'écria énergiquement: « À moi, mon père, à moi! C'est la bête du Gévaudan. Par pitié, éveillez-vous, parlez, qu'elle entende seulement votre voix, et peut-être se décidera-t-elle à fuir. Mon père, mon bon père, venez à mon aide. » Un bâillement étouffé, semblable à celui d'une personne qui s'éveille avec effort, répondit seul à cet appel. Mais Marion ne se découragea pas. Il se faisait dans les broussailles un piétinement continuel. Elle saisit son père par la jambe et le secoua de toute sa force en s'écriant avec désespoir: « À moi, père, je vous en supplie. Réveillez-vous donc, ou nous allons périr tous les deux. Venez à mon aide, mon Dieu, car je ne veux pas mourir maintenant. On m'a promis que je serais heureuse, que je ne pleurerai plus. Mademoiselle me rendra riche, et je quitterai la loge, où j'ai tant souffert toute seule, et j'épouserai le fils à Jean Godard, que j'aime depuis longtemps. Non, je ne veux pas mourir. Mon père, je vous en supplie. À mon... » On n'entendit plus que des sons inarticulés. L'ivrogne reçut une secousse puissante, et malgré son énorme poids, il fut tiré à moitié du creux du rocher où il était couché. Soit que ce mouvement brusque l'eût réveillé, soit que les cris déchirants de sa fille eussent fait vibrer à son insu la fibre paternelle, engourdie par la débauche. Il s'agita péniblement, mais bientôt, comme il ne se sentait plus secoué avec une vigueur importune, comme il n'entendait plus que des soupirs et de faibles craquements à quelques pas de lui, il se contenta de se retourner en fredonnant son refrain favori. Le frère buvait comme 4, mais le prieur
comme disent. Puis il se rendormit. À ces sonores ronflements, un ricanement lugubre répondit dans les buissons voisins. Fin de la section 12, lue par Margot.